Et non, ce n'est pas Christophe Castaner en boîte de nuit, en plein mouvement des Gilets jaunes, c'est bien Gavroche Podcast. Bienvenue à vous. Je suis toujours accompagné de mon comparse Alexandre. Bonjour à tous, ravi de faire cette deuxième émission en ta compagnie. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous continuons sur notre lancée et nous parlons toujours de la campagne présidentielle à venir. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au cas de Valérie Pécresse. Alors, Valérie Pécresse, qui est-elle? Alors, de son nom complet et son nom de jeune fille, Valérie Anne Émilie Roux, née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, en France. Et donc, une femme politique, elle a étudié à HEC Paris, à l'ENA, et donc haute fonctionnaire. Et depuis toujours, c'est une femme politique de droite qui est passée par le RPR, l'UMP, et qui aujourd'hui est la candidate à la présidentielle du parti Les Républicains. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur, du budget et des comptes publics. Elle est aujourd'hui présidente de la région Île-de-France, première région de France donc. Et on voit que dans sa campagne, elle a quand même beaucoup de mal. Sa campagne a du mal à démarrer. Actuellement, dans les sondages, elle est en 3e position. Les derniers sondages la donnent parfois en 5e position, même derrière Jean-Luc Mélenchon. On va dire qu'elle aussi entre dans une marge d'erreur entre 10 et 15%. Elle a eu son meeting raté du Zénith de Paris. Là, avec la nouvelle guerre en Ukraine, elle devient invisible. Et on voit même de manière générale que la présidentielle et la campagne n'a pas véritablement commencé. Et donc, ma première question, Alexandre, c'est où en est Valérie Pécresse et pourquoi Valérie Pécresse? Déjà, tu as rappelé son parcours, c'est pas franchement le parcours d'une ascension sociale fulgurante en provenance des classes populaires, c'est moins qu'on puisse dire. Je veux dire, Neuilly-sur-Seine, HEC, l'ENA et le RPR, c'est un peu le bingo de la bourgeoisie traditionnelle française. Là, on est vraiment pas mal. On est chez nous. Là. Faut voir d'où elle vient, parce que en fait, Valérie Pécresse, c'est un peu la tradition de la bonne droite gaulliste de la fin du XXe siècle, sous l'égide de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire une droite pour laquelle le libéralisme économique est certes un mot d'ordre, mais doit être quand même issu d'un compromis. Et c'est notamment pour cette raison que le néolibéralisme s'est pas vraiment installé en France à partir des années 80, comme il a pu s'installer dans les pays anglo-saxons, puis dans des pays européens comme l'Allemagne ou les pays du nord de l'Europe. C'est parce qu'il y avait quand même cette tradition gaulliste du compromis social qui est marquée dès 95 avec le recul de Chirac pour les réformes Juppé, qui avaient mis énormément de gens dans la rue. Et même quand on compare les réformes économiques réalisées par Emmanuel Macron et même avant lui par François Hollande, notamment au niveau de la loi travail, c'est des réformes pour lesquelles Sarkozy en rêvait la nuit de faire ces réformes-là. Mais il savait très bien que s'il les faisait, il aurait des millions de gens dans la rue, ne serait-ce que pour la réforme des retraites. Il avait déjà 3 millions de personnes dans la rue. Quand on compare aux chiffres des manifestations sociales aujourd'hui, c'est absolument gigantesque. Et donc elle vient de cette tradition-là, donc du gaullisme social, mais qui est aussi une tradition de la droite de la magouille, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire la droite des détournements de fonds, la droite de Chirac à Paris, Chirac qui a quand même été le premier président de la Ve République à être condamné par la justice, c'est la droite qui fait voter les morts, on reviendra sur l'affaire de la primaire des Républicains, mais enfin Tibéri à la mairie de Paris, ça faisait déjà voter les morts à la fin des années 90, et puis elle est au cœur de la Sarkozy des affaires libyennes, de la Sarkozy de l'affaire Bettencourt, c'est-à-dire peut-être du pire scandale de la Ve République, l'affaire du financement libyen. Elle est au cœur de la campagne de Sarkozy en 2007 en 2012, elle a été ministre, comme tu l'as rappelé. Et donc, voilà, elle vient de là, sauf que on va dire qu'elle a une quinzaine d'années de retard. C'est la jeune garde de la droite au moment où Sarkozy est au pouvoir, c'est-à-dire elle est en dessous des Sarkozy Boys, Ciotti, Hortefeux, Morano, elle est plus jeune. Michel Alliot-Marie, qui était plus la vieille garde du RPR. Voilà. Et elle est quand même plus jeune, et donc elle échappe un peu au naufrage de cette Sarkozy en 2012 et en 2016, puisqu'elle arrive à être élue présidente de la région Île-de-France en 2015, ce qui lui assure une certaine place dans le jeu démocratique et dans la vie médiatique française, la première région de France. Et donc elle échappe un peu au crash Sarkozy de 2016, notamment en soutenant Juppé, puis en soutenant Fillon. Donc on va dire qu'elle échappe au crash de la droite post-Sarkozy.
Et donc, je pense que c'est pour cette raison que c'est elle qui se retrouve, on va dire, à diriger la campagne de la droite gaulliste pour 2022. Ouais, effectivement, alors tu nous as dressé un beau portrait haut en couleur de Valérie Pécresse. Vitriol. Exactement, je te reconnais bien là. Alors, c'est vrai que c'est quand même Valérie Pécresse, hein, c'est une chiracienne, et bon, il y a cette tradition, on va dire, enfin cet héritage chiracien, effectivement, de la magouille et des affaires, comme tu l'as rappelé, et il y avait aussi, on va dire, depuis 2002, cette tradition de la modération chiracienne et du refus de l'alliance avec l'extrême droite. On s'en souvient, 2002, ça a quand même permis à Jacques Chirac de se donner une statue, de le héros Il avait de la refusé le France. débat. Par l'extrême droite, il avait refusé le débat, etc. Alors que dans les années 80, le RPR avait fait, notamment à Dreux, avait commencé des alliances au niveau local avec le Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque. Il y avait même une ligne qui était portée par Pasqua et qui voulait faire ce que Mitterrand avait fait avec les communistes, c'est-à-dire que la droite s'allie avec le FN pour pomper son électorat. Et c'est ce que tu parlais de Sarkozy, et c'est plutôt ce qu'a réussi à faire Sarkozy en 2007, c'est-à-dire avec une campagne très à droite, vraiment, il a vraiment remobilisé la droite avec des meetings spectaculaires, hein, c'est loin des meetings de Valérie Pécresse. Mais sans s'allier au Front National. Exactement. Avec un vote ouvrier très fort d'ailleurs. Avec un vote ouvrier très fort, Ouais, effectivement. C'était son fameux slogan, travailler plus pour gagner plus. On se souvient quand il était ministre de l'Intérieur, du Karcher, je vais nettoyer tout ça, etc. Il y avait quand même une puissance virile aussi, quoi, martiale, de droite. Qui plaît à la droite traditionnelle. Voilà, qui plaisait à la droite traditionnelle. Il avait un côté un peu populaire, c'est-à-dire pas bourgeois, quoi. C'était pas un côté balladur, pas un côté Juppé, de droite engoncée, etc. Quoi. Il y avait ce côté et un peu... qu'a Valérie Pécresse, hein, Neuilly-sur-Seine, HEC Léna. Exactement, et c'est aussi pour ça, on peut en parler maintenant, son meeting quand même du Zénith de Paris, qui est peut-être le meeting le plus raté qu'on ait vu ces 10 dernières années, quoi. C'est-à-dire, même les meetings d'Anne Hidalgo, quoi, de Benoît Hamon ou autre, c'était moins pire que ça, et je veux dire, surtout à droite, quoi. C'est-à-dire, on a parlé de Sarkozy, et on est obligé de parler de Sarkozy, parce que son ombre plane toujours sur la droite, quoi. Et effectivement, quand on voit dans les micro-trottoirs, les gens ils disent, mais moi je me souviens il y a 10 ans quand j'étais au meeting de Nicolas Sarkozy, de Nicolas comme il l'appelle, quoi, c'était une rockstar, quoi. C'est-à-dire en 2007, il y avait sur scène Johnny Hallyday, il y avait des stars, etc. C'était pas les mêmes budgets, hein, forcément. C'était pas les mêmes budgets, bon, effectivement. Quand on compare, on commence à se dire qu'il y a quand même eu des problèmes. C'est vrai, on en avait pour notre argent, littéralement notre argent. Et donc voilà, Valérie Pécresse aujourd'hui, je veux dire, elle fait campagne quand même, qui est quand même nullissime, quoi. Je veux dire, elle n'arrive pas à exister, c'est quand même flagrant à quel point elle n'arrive pas à émerger, c'est-à-dire elle n'imprime pas. Mais tu dis qu'elle n'arrive pas à exister, et je pense que c'est vraiment ça, elle est prise en étau en fait entre deux feux. Donc tu parles du fait qu'elle essaye de ramener un peu la vieille Sarkozy et tous les hommes politiques qui tournent autour de Sarkozy, mais enfin quand on regarde les soutiens qu'elle obtient de ce côté-là de la droite, c'est quand même assez catastrophique. On a déjà Éric Woerth, donc pilier de la Sarkozy des grandes années, qui a décidé d'apporter son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection de 2022. Rachida Dati, qui a sous-entendu qu'il serait peut-être possible de trouver un autre candidat ou une autre candidate pour les Républicains. On reconnaît bien Rachida Dati. On reconnaît bien Rachida Dati, et surtout dans le Canard enchaîné qui sort cette pépite, où Valérie Pécresse dit avoir dialogué avec Nicolas Sarkozy pour faire de lui un ambassadeur de la paix en Ukraine pour essayer de négocier un cessez-le-feu avec les Russes. Elle dit avoir dialogué avec lui. Le Canard enchaîné rapporte qu'en fait, elle lui a laissé 2 messages sur son répondeur et qu'il n'a jamais répondu. Il refuse de la soutenir, il refuse d'apparaître publiquement avec elle, il refuse de dialoguer avec elle, il apparaît beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron. Enfin, pour elle, de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue de la droite qui aurait pu faire la synthèse entre le libéralisme économique très fort d'Emmanuel Macron et le conservatisme social extrêmement puissant d'Éric Zemmour, elle aurait voulu faire ce compromis-là autour d'une ligne sarkozyste. C'est un naufrage. Elle est complètement prise entre deux étaux parce que voilà, elle a un espace extrêmement restreint entre Zemmour et Emmanuel Macron, sans compter évidemment Marine Le Pen. D'un côté, un homme politique plus libéral économiquement qu'elle. Enfin, on verra son programme, mais du moins dans les faits plus libéral que ne l'a été la droite des années 2000, sans aucun doute. Et de l'autre côté, un homme politique qui vient de la droite gaulliste, qui vient du RPR, du Figaro, etc., Éric Zemmour, qui est beaucoup plus conservateur qu'elle, ce qui l'oblige à se radicaliser dans son discours. Enfin,
quand elle va dans les quartiers pour dire il faut ressortir le Karcher, non seulement l'image symbolique par rapport à celle de Sarkozy à l'époque est catastrophique, parce que qui imagine littéralement Valérie Pécresse prendre un Karcher pour aller nettoyer la racaille de banlieue. Oui, et puis l'image de Karcher en prend un coup, quoi. Et l'image de Karcher qui n'a pas voulu être associée à cette mascarade, enfin, c'est catastrophique. Et puis voilà, elle essaye de reprendre le terme de grand remplacement dans son meeting. C'est téléphoné, ça ne passe absolument pas. Et donc la question c'est à qui parle Valérie Pécresse ? Aux nostalgiques de l'UMP qui fait 80% en 2002 peut-être, et c'est sûrement les gens qu'on retrouve dans son meeting, mais c'est tout. À part la structure interne du parti Les Républicains qui a survécu un petit peu à 2017, personne n'est derrière Valérie Pécresse. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que si on regarde ses soutiens, mine de rien, Valérie Pécresse, c'est quand même une génération en dessous de Sarkozy-Fillon. Aujourd'hui, elle a 53 ans, hein. Sarkozy, il a 10 ans de plus qu'elle, etc. quand même. Et on voit aujourd'hui ses soutiens, mais son directeur de campagne, c'est Geoffroy Didier, qui est quand même pas connu nationalement, quoi. Je veux dire, c'est un avocat parisien qui a été avocat au barreau de New York, pareil, grand bourgeois, avec un château. Son directeur, il y a aussi Patrick Stefanini. Enfin, je veux dire, elle est quand même pas soutenue par des pontes de la droite extrêmement important, quoi. Et je veux dire, c'est aussi la question, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la droite ? C'est la question qu'on peut se poser, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, à qui peut parler la droite ? Parce que tout simplement, depuis 5 ans, qu'a fait la droite ? Je rappelle quand même qu'en 2017, malgré toutes ces affaires, François Fillon réalise un score de 20%. C'est-à-dire 20%, et même alors qu'il était tanné par les affaires qui étaient quand même au plus bas, il réussit quand même son meeting, quoi, le meeting du Trocadéro. On s'en souvient. Je veux dire, comparé au meeting du Zénith de Valérie Pécresse, ça avait une autre tête. Hein. Et puis encore, avant les affaires, il était à 29%. Oui, il était à 29%. On se rend pas compte à quel point... moi, j'aimerais revenir vite fait dessus, après je te laisse développer. Mais à quel point le crash de Juppé à la primaire 2016 a ouvert un espace à Macron. Parce que si c'est Juppé qui sort de cette primaire-là, Juppé soutenu par Pécresse, hein, Pécresse était une des 2-3 cadors du parti à soutenir Juppé en 2016, l'espace politique pour Macron, il existe à peine. Et encore, il y a Juppé qui sort pas à droite à la place de Fillon. Qui sort à gauche à la place de Valls. Et plus les affaires, parce que même avant les affaires, Fillon, malgré sa ligne ultra libérale, hein, relisez le programme de Fillon. Fonctionnaires en moins, privatisation de la Sécu, fin des 35 heures, hein, je crois que c'était 39 heures. Ah mais c'est du néolibéralisme à la Thatcher des années 80. C'est Thatcher, hein, c'était très bien. Et donc malgré ça, il est encore à 29% avant les affaires qui vont le faire descendre à 20. Donc je pense qu'on oublie ça, mais malgré tout, ce concours de circonstances assez phénoménal, eh bien ferme complètement la porte à un retour de cette droite chiracienne jupéiste défendue par Valérie Pécresse. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça, effectivement, ces 20% de Fillon, c'est très important parce que, je veux dire, Macron en 2017, qu'est-ce qu'il voit ? Sur sa gauche, il y a Hamon qui est à 6,5 et il y a Fillon qui est à 20%. Donc il voit très bien que pour gagner, pour se stabiliser un bloc, comme il est nouveau dans le jeu politique, il va devoir aller chasser sur les terres de la droite. Et donc, je veux dire, c'est quand même pas pour rien que ces 2 premiers ministres qu'il a nommés sont des premiers ministres de droite. C'est-à-dire, surtout Édouard Philippe, qui était quand même un juppéiste historique, quoi. C'est-à-dire, Édouard Philippe, si Juppé avait été président, il aurait très certainement été ministre des Finances, quoi, ou porte-parole du gouvernement. Enfin, c'était la nouvelle garde juppéiste. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, il y a cet étau, et Macron, c'est quand même aujourd'hui le champion et le meilleur représentant du bloc bourgeois, quoi, c'est-à-dire du centre-gauche et du centre-droit. Et il y a de l'autre côté Éric Zemmour qui lui veut faire l'union des droites et donc faire un peu ce qu'il appelle un peu la vieille recette gaulliste, quoi, c'est-à-dire une union des classes populaires et de la bourgeoisie patriote, catholique, conservatrice, vraiment très à droite sur les questions de société, de mœurs, etc. Et donc Valérie Pécresse, en fait, à qui elle peut parler ? T'as dit aux nostalgiques, mais je veux dire, il n'y a personne. Et même je veux dire, c'est quand même pathétique. Et je veux dire, même si on regarde son programme, ses idées, il n'y a rien qu'imprime. Et c'est aussi la question, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que LR, qu'est-ce que la droite française de gouvernement classique a encore à nous dire ? Qu'est-ce qu'elle peut encore nous apporter ? Et c'est pour ça que moi je ferai le parallèle avec le Parti Socialiste. C'est-à-dire pour moi, ce sont aujourd'hui 2 partis moribonds qui existent surtout parce qu'ils ont un vivier très important d'élus locaux à faire vivre. Ils ont quand même eu beaucoup de régions, hein. Je veux dire, ils ont quand même la majorité des régions en France, c'est eux qui ont le plus de villes, hein. Ils ont quand même un fichier d'élus locaux très important, comme le PS, et donc ils veulent, c'est surtout, mine de rien, assurer une rente politique, et c'est aussi pour des gens qui sont proches
proches de ce parti, d'assurer leur carrière, parce que mine de rien, je veux dire, Macron, avec sa victoire en 2017, il a quand même coupé les ailes et la carrière politique de toute une génération, quoi. Il y avait un historien, alors j'ai plus son nom malheureusement, donc voilà, je ne cite pas mes sources, mais c'était un historien assez sérieux, qui faisait le parallèle, et c'était assez intéressant, entre 2017 et 58-62 en fait, c'est-à-dire ce moment où le général de Gaulle explose complètement la vie politique de la 4ème République en mettant en place la constitution de la 5e, puis l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Et ce que note l'historien, et alors son texte date de 2018, donc malheureusement on ne peut pas avoir le recul aujourd'hui, mais ce qu'il note et sa prévision à lui, c'est qu'en fait il a fallu attendre le départ de la vie politique du général de Gaulle en 69 pour avoir une véritable recomposition du jeu politique, en l'occurrence autour du bipartisme, RPR et la SFIO qui deviendra évidemment le Parti Socialiste. Avec donc cette destruction de la vie politique de la 4ème, on n'a plus jamais entendu parler du Parti radical de gauche, on n'a plus jamais entendu parler des catholiques, enfin de l'Union chrétienne démocrate ou quelque chose comme ça. Le Parti communiste a commencé à décliner, c'est-à-dire ces partis qui structuraient la vie politique de la 4ème. Et la prévision de l'historien, c'est qu'en fait il faudra attendre le départ de la vie politique d'Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui la structure partisane de En Marche sans Emmanuel Macron n'existe pas, il n'y a pas d'élus locaux, il n'y a pas d'ancrage local, il n'y a pas... En Marche, c'est EM, c'est Macron. Ce n'est que lui. Et donc, en fait, selon lui, il faudra attendre le départ d'Emmanuel Macron, certainement en 2027, pour voir, en fait, quelle va être la recomposition de la vie politique post-2017. Mais ce que sous-tend cette analyse, c'est que le Parti Socialiste et les Républicains sont condamnés. Et il y a également... Donc, Valérie Pécresse est prise dans cet étau. Et puis, alors après... Il y a aussi la question de quelle est sa légitimité d'être là. Il y a évidemment ce scandale de la primaire tout à fait, des Républicains. De son élection au Congrès LR, qui était une primaire interne, contrairement à la primaire ouverte de 2016, qui avait quand même réuni 4 millions, il me semble. Ouais, 4 millions. Enfin, je veux dire, plusieurs millions de Français qui avaient quand même payé 2 € pour participer à cette primaire, donc ça avait quand même rempli les caisses du parti, mine de rien, on se souvient. Ça avait été organisé par Thierry Solaire, c'était quand même un événement à cette époque, avant 2017 et l'émergence de Macron, la France était tout de même très à droite. Enfin, je veux dire, Hollande était à 2% d'opinion positive, la France était vraiment très très à droite. Alors qu'aujourd'hui, les cartes ont été complètement rebattues, et on voit bien, le PS et LR, c'est vraiment deux partis qui n'ont plus rien à nous dire, tant sur le plan des idées, et qui même au niveau de la forme, font vraiment de la vieille politique à l'ancienne. Et donc effectivement, là, c'est à nouveau au Congrès LR. Donc on voit, c'est Libération qui a sorti une grande enquête de 6 pages. Et donc comment Valérie Pécresse a gagné? C'est très simple. Là, c'est les adhérents qui ont voté. Et donc, au lieu de bourrer les urnes, elle a, si je puis dire, bourré la liste d'adhérents avec des gens qui ont adhéré 3 ans après leur mort, des gens à Mayotte qui ont adhéré et qui ont voté pour Valérie Pécresse alors qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'elle. Certains de ses collaborateurs à la région Île-de-France qui ont fait les rabatteurs auprès de la communauté asiatique. Je veux dire, on a quand même promis à des gens de leur rembourser leur adhésion au Parti des Républicains. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système de magouille. Mais c'est le clientélisme à la papa. Exactement, c'est du vieux clientélisme à l'ancienne. C'est quand même une pratique qui est restée à droite. Je veux dire, ils sont quand même tous poursuivis par des affaires, c'est pas pour rien. Et donc, c'est aussi quelle est la légitimité de Valérie Pécresse? C'est-à-dire, sur la forme, aucune. Et sur le fond, à nouveau, aucun. Ce qu'elle nous propose, qu'est-ce que c'est? C'est à nouveau la réduction de la dette, des dépenses publiques, renforcer la police, le contrôle de l'immigration, augmenter l'âge de départ à la retraite, en finir avec les 35 heures, réformer l'assurance chômage. Il y a quelques mesures sociales, par exemple, elle veut un peu augmenter les salaires de 5%, enfin elle n'est pas claire là-dessus, au départ elle avait dit 10, puis elle est revenue là-dessus. Elle veut aussi créer un revenu pour les jeunes, mais à nouveau, je veux dire... ces mesures n'impactent pas, et même ces mesures sociales, est-ce que c'est pas plutôt des mesures sociales, mais surtout des mesures d'ordre social? C'est ça, du coup, finalement, ce qu'on va retenir un peu de ce congrès LR et de sa légitimité à être la représentante de la droite gaulliste à l'élection présidentielle, c'est qu'elle a été élue par un chien. Je veux dire, évidemment Douglas. Alors c'est Douglas, bien sûr, alors ok, apparemment c'était une blague d'un collaborateur, nanana, mais enfin... Sur le plan de l'image et du symbole, c'est une catastrophe. Les réseaux sociaux ont été envahis, alors c'était avant l'Ukraine bien sûr, mais ont été envahis de blagues et de montages, etc.
Et je Sans parler. rappelle à tout le monde l'interview du sénateur LR qui nous a quand même expliqué en direct à la télévision sur la chaîne parlementaire que le chien n'avait pas pu voter. De manière très sérieuse. De manière très sérieuse, parce que le chien n'avait pas de numéro de téléphone. Mais c'est une catastrophe. Et ça, plus sa nullité abyssale en meeting, je veux dire, je pense voilà, que je n'ai jamais vu de ma vie un candidat, une candidate aussi objectivement nul. Les gens se barrent de ces meetings en disant que c'est pas possible, que voilà. Ces meetings sont remplis. C'était une analyse assez intéressante de Clément Victorovich sur France Info, qui disait que ces meetings étaient remplis en fait de métaphores et de figures de style qui peuvent sublimer des idées quand on a un discours avec des idées. Donc c'est par exemple ce que fait beaucoup Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire il va donner son idée de manière peut-être un peu plus détaillée, complexe, et derrière eh bien, il va métaphoriser ça, il va mettre des figures de style. Sauf que elle, son discours est rempli de ça, et au final, c'est creux. Je veux dire, quand elle dit « la France des cathédrales et celle des satellites », ça fait vraiment la France entre tradition et modernité, le bullshit de base de Sciences Po. Quand t'as pas d'idée de problématique, tu dis entre tradition et modernité. La France de Charles Péguy et de Marie Curie. Et de Marie Curie, c'est vraiment le discours de bac L. C'est vraiment le titre de magazine, quoi. On dirait qu'elle a pas d'inspiration au bac de philo. Vraiment, c'est une catastrophe. C'est quand même ça, Valérie Pécresse. Et donc, c'est voilà. une très mauvaise copie. Je pense qu'elle aurait pas son bac. Même bac Raphaël philo, Enthoven ne lui mettrait pas la moyenne. Ah, non, je pense pas. Ça fait quand même mal. Et donc aujourd'hui, quels sont tes pronostics pour la suite de sa campagne ? Bah écoute, pour moi, avec les ciotistes, parce qu'on oublie que les ciotistes ont fait 40% au Congrès, qui vont tous aller voter Zemmour, je veux dire Zemmour. Tu lui donnes un poids important, c'est peut-être pas pour rien que Valérie Pécresse parle de grands remplacements. Ah mais voilà. C'est Ciotti qui avait dit s'il faut parler de grands remplacements, Le truc c'est pas que peur de parler de grands remplacements. Pour moi, les gens qui ont voté Ciotti au Congrès LR, ce sont des adhérents républicains qui ont toujours rêvé d'avoir une ligne sur celle d'Éric Zemmour, c'est-à-dire en fait une droite conservatrice qui n'a pas pu aller chez Le Pen du fait de les origines du Front National qui sont quand même liées au néofascisme, aux fascistes, etc., au GUD, Algérie des choses française, comme ça. antisémite. Mais en fait, cette droite conservatrice, elle a toujours rêvé d'une ligne comme ça, c'est-à-dire d'une ligne qui, au fond, est contre-révolutionnaire, une ligne maurassienne, une ligne dans l'héritage du 6 février 1934, et qui le retrouve complètement chez Zemmour. Et donc, ça donne un poids à Ciotti, et c'est pour ça que Pécresse va se radicaliser dans son discours, mais au final, les gens qui ont voté Ciotti au Congrès LR, ils voteront Zemmour, et donc pour moi, Pécresse, elle ne dépasse pas 10%. Oui, tout à fait, ce que tu as dit. Je suis plutôt d'accord sur ta prédiction. Je pense que Valérie Pécresse va quand même baisser. Je veux dire, même, toutes ces opérations de communication sont ridicules. Et là, c'est-à-dire, il y a quand même une loi d'airain. Parce que les électeurs et même les gens, de façon générale, préfèrent toujours l'original à la copie. Ah, mais ça. Et c'est-à-dire, sur ces deux plans, c'est-à-dire, si vous êtes libéral, pro-européen, pour la mondialisation heureuse, comme disait Alain Juppé, pour une France ouverte de la Startup Nation, etc., vous allez voter Macron parce que c'est le meilleur, mine de rien. Et il a donné des gages d'autorité d'ailleurs. Il a donné des gages d'autorité en plus, je veux dire, d'ordre, de sécurité, pas de souci. Et de l'autre côté, si vous en avez marre de l'immigration, que vous voulez une police surarmée, en tout cas que vous êtes pour une ligne très à droite, vraiment conservatrice, et en même temps économiquement plutôt libérale, dans ce cas-là, vous allez simplement voter Zemmour. Et donc, Valérie Pécresse aujourd'hui n'a plus rien à dire à personne. Bah écoute, je pense que c'est une conclusion assez juste et on va pouvoir terminer là-dessus. Oui, tout à fait, on va s'arrêter là. Donc c'était notre analyse sur Valérie Pécresse. Ne vous inquiétez pas, les autres candidats suivront pour des portraits toujours aussi hauts en couleur et au vitriol. Il nous en reste en stock. Donc bonne écoute à vous, bonne semaine et n'oubliez pas, soyez Gavroche!